Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une de l'actualité d'aujourd'hui. Alice Abié, une nouvelle antenne, la cellule d'écoute de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a été inaugurée. Et dans le monde, une panne informatique géante perturbe le transport du monde et des annulations de vols en cascade notamment. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a procédé hier au lancement officiel du projet intitulé Conservation de la biodiversité et restauration des fonctions de l'écosystème de la zone protégée nationale de la forêt du Daï. La cérémonie a eu lieu au Djibouti Palace Kempinski. Ce projet focalisé sur la forêt du Daï est financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 3,2 millions de dollars américains et sera mis en œuvre par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et ce pour une durée de 5 ans. L'objectif global du projet étant de préserver la biodiversité et de restaurer les services écosystémiques de la forêt du Daï. Il s'inscrit dans une approche de gestion de la biodiversité pour restaurer les écosystèmes terrestres et faire face aux risques de dégradation des écosystèmes déjà fragiles. L'atelier de lancement d'hier avait pour but de présenter en détail le projet aux parties prenantes, de discuter des activités prévues et de renforcer la collaboration pour assurer une mise en œuvre efficace du dit projet. Écoutons à présent les impressions ou les réactions d'un des présidents des associations de la préservation de la forêt du Daï, notamment le président de l'association Sirido. Honneur pour moi aujourd'hui d'assister au lancement des projets intitulés la conservation de la biodiversité et la restauration des zones protégées de la forêt du Daï. Sur ce, je remercie le ministère de l'Environnement et le PNUD pour amener ce projet dans la forêt du Daï. Donc on sait que la forêt du Daï fait face à des défis majeurs liés aux conditions climatiques. Et pour lutter ces défis climatiques, nous pensons, Inch'Allah, que ce projet apportera une réponse efficace et répondra aussi aux conditions socio-économiques de la population. Donc, je remercie en mon nom personnel, au nom de l'association et aussi au nom de la population locale, cette initiative qui sera mise en œuvre dans la forêt du Daï et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le PNUD et l'ensemble des partenaires. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de tourisme. Djibouti, donc, comme nous le savons tous, dispose de nombreuses potentialités et atouts touristiques, notamment avec ses sites et campements touristiques un peu partout sur le territoire national. Des sites et campements qui font le bonheur des touristes étrangers qui viennent des 4 coins du monde et bien sûr des touristes djiboutiens qui s'y rendent notamment durant les vacances d'été ou durant les week-ends. Regardez, c'est un document de la rédaction. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire, puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le gouvernement de Djibouti en étroite collaboration avec les promoteurs touristiques nationaux et étrangers. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Du nord au sud, actuellement, des dizaines de sites et campements touristiques sont répertoriés. Des endroits aussi surprenants que chaleureux qui accueillent chaque année des centaines de touristes en provenance des 4 coins du monde et qui repartent avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Ces endroits sont uniques et inédits en leur genre, ayant pour décor naturel, pour la majorité,
des paysages à couper le souffle. Ces endroits sont connus de par le monde puisque l'Office national en charge du tourisme en fait régulièrement la promotion. Les plus connus sont notamment les fumerolles et geysers du lac Abbé. La banquise de sel du lac Assal, un des points les plus bas sur Terre, puisque situé à 153 mètres en dessous du niveau de la mer. Les îles Moucha et Mascali et leurs fonds marins sublimes. Arta et son aire marine protégée qui accueille chaque année, d'octobre à mars, le requin-baleine, plus grand mammifère marin au monde. Assamo et ses jardins luxuriants. Godoria la Belle avec ses mangroves abritant une biodiversité et un écosystème unique en leur genre. Le campement touristique de Ditilou, un site privilégié qui accueille chaque année de nombreux touristes, une contrée avec un paysage verdoyant unique dans la République où la sauvegarde de l'environnement et la protection des espèces sauvages prend tout son sens. Les Sables Blancs, connus pour abriter la plus belle plage du pays. Et enfin, plus récemment, le site du Lubatale Resort. Et enfin, le bijou national en termes de tourisme haut de gamme, le Gadile Resort Hotel, un hôtel 5 étoiles qui surplombe le littoral de la région de Tadjoura, pour ne citer que cela. Tous ces sites et campements accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventure et de randonnée. Le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a mis en place une panoplie de stratégies pour booster ce secteur et a réalisé de nombreux projets et investissements afin de permettre une croissance économique durable. À noter enfin que les recettes réalisées par le secteur touristique se chiffrent en milliards de dollars à travers le monde. Dans l'actualité également, la ville d'Ali Sabié a marqué une avancée significative dans la lutte contre les violences basées sur le genre avec l'inauguration de l'antenne régionale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour la prise en charge des victimes en partenariat avec le projet USAID. Cet événement s'inscrit dans une initiative plus vaste visant à décentraliser les services de soutien dans les 5 régions de l'intérieur du pays, témoignant de l'engagement fort envers la protection et le soutien des victimes de violences basées sur le genre. Les femmes des régions de Djibouti, longtemps obligées de se rendre à la capitale pour recevoir de l'aide, bénéficieront désormais de services de soutien psychologique, médical, juridique et social à proximité. La réopérationnalisation des antennes régionales vise à pallier le manque de mécanismes locaux de prise en charge, facilitant ainsi l'accès à l'aide nécessaire et améliorant la fiabilité des diagnostics, notamment pour les violences sexuelles. Les bureaux locaux de l'antenne auront pour mission de sensibiliser les communautés à l'importance de la lutte contre les violences basées sur le genre, de nouer des partenariats stratégiques avec les autorités locales, les ONG et les organisations communautaires et d'améliorer ainsi l'accès à l'information et aux ressources disponibles pour les victimes. Et pour assurer l'efficacité des services, le personnel des antennes régionales a été formé sur le mécanisme de prise en charge
des victimes par l'UNFD en collaboration avec le projet USAID. L'ouverture de ces antennes régionales représente un pas crucial vers la décentralisation des services de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Cette initiative, rendue possible grâce au projet d'appui à l'engagement de la société civile de l'USAID, est essentielle pour renforcer la protection et le soutien aux victimes. La collaboration de toutes les parties prenantes est cruciale pour garantir le succès de cette initiative et contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre dans toutes les régions du pays. Cet événement à Lissabé est une preuve tangible de l'engagement des autorités djiboutiennes et de leurs partenaires internationaux à créer un environnement sûr et favorable pour les victimes de violences. C'est une avancée significative qui promet de transformer la vie de nombreuses femmes et de renforcer la résilience des communautés locales face à ce fléau. Après Ali Sabieh, direction le nord du pays, Tadjoura notamment, où une cérémonie de signature de contrat entre les comités et les entreprises s'est tenue au conseil régional de Tadjoura, marquant une étape importante dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse à la sécurité alimentaire. Ce projet financé par la Banque mondiale est administré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social à travers l'approche développement conduit par la communauté, les DCC. Les contrats signés entre les comités locaux de développement et les entreprises prestataires permettront une mise en œuvre efficace et une réponse rapide aux besoins des populations locales. Et lors de cette cérémonie, les représentants des comités locaux et des entreprises ont signé des accords de collaboration pour l'exécution de 16 sous-projets de nature différente. Ces sous-projets incluent la construction de réservoirs d'eau, de puits, de locaux communautaires, de marchés communautaires et d'autres infrastructures essentielles. Ce projet, financé à hauteur de 130 millions de nos francs pour l'année 2023 et 2024, centré sur des actions concrètes et durables, bénéficieront directement aux habitants de la région en leur apportant un soutien essentiel en matière de protection sociale et de sécurité alimentaire. Écoutons pour plus de précision les explications du chargé du projet ADDS, Abdallah Moutouna. Ça marque une étape très importante dans le cadre du projet intitulé le projet de la protection sociale et la réponse à la sécurité alimentaire, qui est un financement de la Banque mondiale. La responsabilité fiduciaire, c'est au niveau du ministère des Affaires sociales. L'agence de développement social a été déléguée par l'État pour mener ces activités, effectivement. Aujourd'hui, nous concrétisons la signature des contrats entre les entreprises et le comité local de développement. Donc, c'est une étape aussi qui est très importante dans le sens où on démarre l'ensemble de développement conduit par des DCC, de ces ouvrages-là. Ces ouvrages sont de nature très divers, très variés. Et ça, effectivement, dans les zones rurales, le stress hydrique est un problème majeur. Et 70% de l'ensemble de ces ouvrages, comme on a vu en 2023, et c'est le secteur, ça répond à la souffrance de la population locale. Ça nous réconforte dans les priorités du gouvernement et surtout, nous appelons l'engagement social des uns et des autres. Les communautés, effectivement, comme ils sont associés à l'identification, ils sont et dans l'appropriation des ouvrages qui seront vraiment le résultat. Les entreprises que nous avons aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont plus dans le social, qui ont des engagements envers leur communauté et qui n'ont pas marqué dans l'exécution des projets en 2023 d'apporter leur pierre à l'édifice. Nous les encourageons à faire davantage. L'approche de développement conduite par la communauté repose sur les principes de l'agence, qui est un principe qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une action, une meilleure action qu'une personne qui est plus proche de cette action-là. Donc c'est dans ce sens que le gouvernement a confié la gestion, l'identification, la gestion, la passation des marchés, les suivis et l'appropriation de ces ouvrages par la communauté. Donc le gouvernement joue un rôle d'assistance technique. Et c'est une approche et on veut aller dans cet élan.
En sport, à présent, les activités sportives estivales, après un démarrage couronné de succès à travers tout le pays, abordent maintenant leur ultime étape. C'est dans ce cadre que le comité du secrétariat d'État au sport, mandaté pour veiller à la bonne organisation et au bon déroulement de ces événements, a effectué hier une visite au terrain de Dogley. Sur place, les organisateurs, une association locale, en collaboration étroite avec le département des sports du secrétariat d'État, a organisé 2 matchs riches en spectacles. Le public enflammé n'a pas manqué de soutenir chaleureusement leurs équipes favorites dans une atmosphère électrique. Et le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion du sport, Ahmed Ali, a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation et au déroulement de ces événements. Il a également promis une collaboration fructueuse avec l'association tout au long de l'été et au-delà. Ces genres d'événements permettent de découvrir des jeunes talents qui pourront à terme intégrer les équipes professionnelles, a-t-il déclaré. En effet, ces rencontres sportives ne se contentent pas de divertir, elles jouent également un rôle crucial dans la détection et la promotion des futurs talents sportifs du pays. Et avec une telle organisation et un soutien sans faille du secrétariat d'État au sport, l'avenir du sport national semble prometteur, offrant de nombreuses opportunités aux jeunes ambitieux. Une cérémonie de la première pose de pierre pour la construction d'un local communautaire et d'un puits d'eau à Sagalou, Tadjoura, a eu lieu donc dans la journée d'aujourd'hui. Une cérémonie marquant la pose de la première pierre pour la construction d'un local communautaire s'est tenue dans cette localité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse à la sécurité alimentaire financé par la Banque mondiale, administré par le ministère des Affaires sociales et de solidarité et exécuté par l'ADDS. La cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités, notamment de l'ADDS et des autorités de la région et de la localité de Sagalou. Leur présence souligne l'importance de ce projet qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer la sécurité alimentaire dans cette région. La construction de ce local et de ce puits représente une étape cruciale dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de Sagalou. Ces infrastructures essentielles contribueront à garantir un approvisionnement en eau fiable et à la mise en place d'un local communautaire pour soutenir les efforts et atténuer les souffrances de la population de Sagalou. La DDS, en collaboration avec les autorités locales, continuera de suivre de près la mise en œuvre de ce projet pour assurer son succès et sa pérennité. Je vous propose à présent d'écouter l'intervention du directeur général de l'ADDS. Et comme vous avez pu le voir aujourd'hui, nous avons signé des contrats. Les contrats ont été signés entre le comité local de développement et les entreprises. Donc pour illustrer cela, nous sommes aujourd'hui ici à Sagalou où on va construire un local communautaire, un réservoir d'eau et puis une extension du réseau d'eau. Et ces projets sont très importants. C'est des projets qui rentrent dans la problématique de la soif. Et comme ça a été dit ce matin, nous avons investi 130 millions de francs Djibouti dans la région de Tadjoura à travers ces petits projets exécutés par des entreprises locales. Et donc, c'est vraiment très, très important. Cette approche elle est très importante puisque c'est la communauté qui identifie, c'est la communauté qui sélectionne l'entreprise, c'est le comité qui paye les entreprises et finalement, c'est la communauté qui s'approprie l'ouvrage. Alors qu'avant, c'était des entreprises construites par des agences ou des ministères et donc la communauté finalement ne s'appropriait pas cet ouvrage-là. Aujourd'hui, s'il y a une maintenance à faire, c'est la communauté qui va le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est un projet qui fait tourner l'économie localement. Donc les 130 millions, c'est de l'argent qui est rentré dans la région de Tadjoura. Et là, nous passons à l'actualité internationale. À Gaza, la lutte pour préserver la santé mentale se poursuit. L'enfant était hospitalisé dans l'un des plus grands hôpitaux de Gaza. Lorsque les frappes de Tsahal, l'aviation israélienne, l'ont forcé à fuir cet endroit, elle et son mari, avec seulement l'un de ses fils. Le personnel médical avait jugé l'autre trop faible pour partir. Depuis, Nabila Hamada n'a jamais revu son garçon. Elle vit désormais retranchée, affectée par cette disparition. Et comme Hamada, ils sont des milliers de
Gazaouis traumatisés par la disparition de leurs proches et cette longue guerre qui dure depuis 9 mois. Désormais, l'anxiété, la peur, la dépression, le manque de sommeil, la colère et l'agressivité sont monnaie courante chez ces déplacés. Les enfants ne sont pas en reste. Environ 1,2 million d'entre eux ont besoin d'un soutien psychosocial. Et pour atténuer les pires symptômes à l'origine de la dégradation de la santé mentale, très peu de ressources sont mises à disposition des Palestiniens, s'inquiètent les organisations. Les déplacements répétés aggravent les traumatismes. On estime qu'1,9 million des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été chassés de chez eux. La plupart d'entre eux vivent dans des camps de fortune et luttent pour trouver de la nourriture et de l'eau. Les États-Unis annoncent une aide de 203 millions de dollars pour le Soudan. L'ambassadrice de l'ONU, Linda Thomas Greenfield, a déclaré que les États-Unis promettaient 203 millions de dollars dans l'espoir d'éviter que la crise au Soudan ne se propage dans la région. Près de 9 millions de personnes ont fui leur foyer selon les Nations Unies et plus d'1 million a quitté le pays. Des milliers de personnes ont été tuées. La guerre au Soudan a commencé il y a un peu plus d'1 an, provoquant la fuite de dizaines de milliers de personnes vers le Tchad voisin en quête de sécurité. L'ONU affirme avoir demandé 2,7 milliards de dollars de financement pour répondre aux besoins humanitaires, mais avoir reçu 155 millions de dollars, soit 6% de la somme demandée. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, une panne informatique paralyse aujourd'hui de nombreuses entreprises partout dans le monde, tandis que le géant de la tech américain Microsoft, affecté, a affirmé prendre des mesures d'atténuation le temps de régler le problème. Avions cloués au sol, files d'attente dans les aéroports, problèmes de télécommunication de la télévision australienne ABC, bourse de Londres perturbée. Depuis quelques heures, le nombre d'entreprises faisant état de panne et de perturbations se multiplie. Et dans un message intitulé dégradation du service, Microsoft indique que les utilisateurs peuvent être dans l'incapacité d'accéder à diverses applications et services Microsoft 365. Alors que la responsabilité de cette panne n'est pas encore clairement attribuée, Microsoft ajoute rester mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l'impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé. De nombreux aéroports ont déclaré être affectés par la panne, et notamment ceux de Zurich, Berlin, Amsterdam, Schiphol et tous ceux d'Espagne, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont fait état de problèmes. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de nos programmes télévisés.